Allez, c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur nos pages Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous vous en remercions. Donc merci vraiment d'accueillir l'émission Un petit moment en tête à tête. Et comme je le dis souvent, les émissions se suivent mais ne se ressemblent pas. Merci à nos partenaires, le Conseil départemental du Gard, Nîmes Métropole, la région Occitanie, le groupe Océan, la CMA et le restaurant Simone. Nous sommes aujourd'hui au Prolet, le lieu ô combien emblématique des Nîmois, de la ville nîmoise. Hommage au Sénégal, une exposition projection et vernissage qui aura lieu ici même au Prolet à partir du 18 octobre à 18h30. Puis cette exposition sera présente jusqu'au 2 novembre. Alors messieurs, bonjour. Alors Dimitri. Oui, Dimitri Manga. Manga et José Alvarez. Tout à fait. Alors le président et le vice-président. Tout à fait exact. Alors, il est passé où, Pierre Dard? Alors, Pierre, il est passé secrétaire général aujourd'hui, mais il est toujours aussi actif au sein de l'association. Ça ne m'étonne pas. C'est la générosité qui parle. Comme pour vous, en fin de compte. Qu'est-ce qui vous pousse à être généreux comme ça? Déjà, on a du temps. On a du temps. Pour la plupart, on est tous à la retraite, à part Dimitri. Mais on est tous à la retraite. On a un savoir-faire aussi. Et on aimerait en faire profiter les autres, donc c'est une façon de donner de payer de sa personne. Toi, José Alvarez, tu es photographe de métier, c'est ça, non? Ah non, pas du. Ah, je croyais le métier. Non. À la base, j'ai travaillé, j'ai fait toute ma carrière dans les travaux publics. Ah, c'est bien ça, d'accord. Dans une multinationale. Et puis, arrivé à la retraite, oui, je me suis pris de passion pour la photographie, et voilà, j'en fais de temps en temps. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui te motive pour aller au Sénégal comme ça, pour aider les autres? Quelle est ta motivation principale? Déjà, moi j'ai toujours été impliqué dans la vie associative. Même du temps où je travaillais, j'étais déjà membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme, de la section Beaucaire. Et du coup, quand je suis arrivé à la retraite, ça a été comme une continuité. Il fallait que j'occupe mon temps, comme je disais tout à l'heure, j'ai un savoir-faire. Et bon, j'aimerais le partager, donner de mon temps, de ma personne, de mon savoir. Dimitri Manga. Donc j'avais noté que tu étais docteur en physique, mais entre-temps tu as créé une entreprise, c'est ça? Exactement. Je ne me trompe pas, non? C'est oui, ça? Tout à fait, oui. Parle-nous-en alors. Oh, alors aujourd'hui, j'ai créé aussi moi aussi mon entreprise aussi, c'est en partie pour me libérer du temps et aussi aller vers d'autres activités qui sont aussi importantes pour moi. Et donc aujourd'hui, je fais de l'accompagnement financier, tout ce qui est conseiller en gestion de patrimoine. Et donc j'accompagne les personnes, les particuliers, les professionnels dans la gestion de leurs avoirs. D'accord. Alors, SOCOP, Solidarité, Coopération Internationale. C'est le but de votre association, un but non lucratif, fallait-il le préciser, une nouvelle fois. C'est donner et aller apporter du bien-être aux gens qui... Est-ce qu'ils sont tous en difficulté, les personnes chez vous, au Sénégal? Parce qu'on va en reparler de votre association humanitaire qui intervient dans la commune de Molop, c'est ça? De Molop, exact. Molop, on est en Casamance, on est au sud du Sénégal. Oui. Et donc on est dans une zone rurale avec les problématiques qui sont associées aux zones rurales, encore plus marquées en Afrique. Il y a 5 ans, nous nous étions rencontrés avec Pierre Dard. Exact. À l'époque, j'étais le vice-président et Pierre était le président. Le président. Dis donc, et vous cherchiez un financement pour pouvoir apporter des seringues, pour soigner les personnes. Et puis vous deviez faire également une bibliothèque. Exact. Mais aujourd'hui, elle est finie la bibliothèque et elle est occupée par des élèves donc, qui viennent étudier là-bas le soir. Elle est aussi éclairée. Et donc on continue en fait notre philosophie quelque part, c'était de rester à un endroit et de pérenniser notre activité ou notre action dans le long terme en fait. Et on est resté avec cette philosophie-là aujourd'hui, avec d'autres activités. José en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est toujours dans ce même état d'esprit. Parfait. Alors, moi je vous pose toujours pourquoi cette telle solidarité. Toi on peut peut-être mieux te comprendre parce que tu es sénégalais. Donc tu vas aider tes frères, hein, c'est ça, hein? Oui, on peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça. Oui. Que José, c'est différent. Oui,
mais en fait, on reste quand même dans le domaine de l'aide. Et puis juste pour compléter ce que dit José, quelque part dans la solidarité, en fait, on n'y pense pas souvent, mais on reçoit aussi. Donc tous ceux qui vont en mission, ils reviennent avec une autre vision et aussi ils ont gagné plus en compréhension de l'autre, mais aussi voilà, en interaction avec... Alors qui est-ce qui paye le séjour, le transport? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des aides? Eh bien aujourd'hui, pas encore, on en cherche. Aujourd'hui, nos voyages sont financés intégralement par les membres, donc quand ils font une mission. Et puis après, on a quelques donateurs qui nous soutiennent dans nos activités. Et donc, c'est sur le fonds propre, on va dire des fonds de l'association. Et donc, c'est aussi notre stratégie aujourd'hui avec cette activité de pouvoir toucher le plus de monde possible et d'avoir de la compagnie. Parce que les membres paient leur transport, c'est ça, leur séjour aussi, hein? Tout à fait. Nous payons notre voyage, notre hôtel, nos repas. Je me posais une question parce que les jeunes évoluent très rapidement ici, en Europe. Comment réagissent tous ces jeunes gens entre 12 et 17 ans, sachant que c'est quand même difficile pour eux, comme pour les parents? Comment réagissent-ils à votre venue, tous ces jeunes? Écoutez, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'interactions, donc je pense qu'ils sont aussi preneurs de notre venue sur place, parce que quand on y va aussi, on y va avec, je prends dans le cadre de l'éducation, on y va avec parfois des projections de films autour desquels on va échanger, et donc en fait c'est un véritable moment d'échange, autant pour eux que pour nous. En fait, on peut dire qu'ils attendent aussi notre mission. Donc tous ces jeunes sont très attentifs à ce que vous faites, c'est ça? Oui, et puis en même temps il y a quand même une demande. Nous, on va vers eux, mais à la base, il y a une demande. Et nous, on essaye de les aider, pas pour faire le travail à leur place, parce qu'il y a toutes les compétences là-bas. Ils ont l'envie, ils sont dynamiques, ils ont des projets. Et nous, on est juste là pour les accompagner. Ce qui leur manque, c'est surtout l'argent. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc nous, on essaye de notre côté de collecter de l'argent et on vient appuyer leurs projets. Mais c'est leur projet, nous juste on les accompagne. D'accord. Par exemple, ils sont pas plus bêtes que nous. Si nous on va peindre le mur de l'école à leur place, ils vont s'asseoir sur une chaise, boire une bière, ils vont nous regarder travailler, quoi. C'est pas le but, quoi. Ce qui leur manque, c'est la peinture, c'est le pinceau. La matière. Voilà, et nous on va leur fournir, quoi. Comment ça s'est passé pendant la pandémie? Est-ce que vous avez été productif justement au Sénégal et comment eux l'ont vécu cette pandémie au Sénégal? Alors pendant la pandémie, nous du coup c'est tombé d'ailleurs sur un voyage qu'on avait programmé, on avait acheté les billets pour y aller, mais en fait voilà, vu que personne ne pouvait se déplacer, on a dû annuler le voyage et se faire rembourser une partie des frais. Et donc, mais on va dire on venait juste de créer l'association et c'est là où aussi on salue vraiment l'action de Pierre Dalle qui était notre président à l'époque, qui nous a permis de maintenir l'association à flot avec des activités locales et ça nous a permis de tenir pendant toute la phase de pandémie. Sur place, c'est un peu comme nous aussi on a été assez surpris de voir que l'impact, on va dire les conséquences n'ont pas été aussi visibles comme ici. Donc on l'explique un peu par le fait que la population est jeune et puis on est dans des zones rurales où les gens se déplacent très peu naturellement. Donc ce qui fait que voilà, globalement, tout s'est bien passé pendant la pandémie. Eux n'ont pas été impactés par la pandémie, alors ils n'ont pas eu de problème, toutes les personnes que vous avez rencontrées après, puisque tu nous disais qu'ils se déplaçaient peu. Donc ils ont très peu été impactés par la pandémie. Ouais. Donc, parfait, très bien. Donc alors tous ces jeunes, moi j'en reviens toujours à ces jeunes, parce que c'est important, c'est l'avenir quand même, tous ces jeunes. Vous leur mettez le pied à l'étrier et vous leur expliquez comment faut-il faire pour peindre, par exemple, pour cet exemple de peinture, mais il y a également en classe, est-ce que les instituteurs, les professeurs sont présents? Comment ça se passe? Alors, en fait, nous on vient simplement en appui de l'activité scolaire locale. Donc en fait on ne vient pas avec un programme en particulier, ils ont un programme très bien élaboré et on vient simplement en support.
et créer un moment d'échange avec les élèves. En fait, d'accord, et ils sont très ouverts à tout cela. Je suis persuadé qu'ils sont bien élevés, ces jeunes gens. Qu'est-ce que tu en penses, José? Ah oui, moi j'étais enchanté j'ai fait 4 séjours là-bas. Ah oui? J'en reviens à chaque fois, je suis enchanté. Enchanté, moi c'est ce qui me plaît là-bas, c'est toute cette vie, c'est des gens qui ont envie en plus, qui sont pleins de projets, quoi. Alors, juste pour compléter, en fait, ce que vient de dire José, quelque part, ces jeunes sont très engagés aussi au niveau local. Par exemple, actuellement, aujourd'hui, on est sur des projets qu'ils nous présentent, en fait. Et donc, globalement, ils sont maîtres de ces projets. Ils se mettent en avant. Tout ce qui concerne l'environnement, ils prennent de l'avance. Et tout ce qui concerne l'éducation aussi, ils sont très engagés sur ces projets. Alors donc, il y a l'éducation, des cours d'informatique, puis les traditions locales qu'il faut respecter, ça c'est aussi important. Et parlez-nous du jardin des femmes. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce jardin des femmes, Dimitri? Alors, les jardins des femmes, en fait, c'est des jardins communautaires, donc qui sont principalement tenus par les femmes. Donc voilà, c'est elles qui sont au centre de cette activité-là. Et puis elles cultivent tous les légumes, tout. Voilà, fruits et légumes, plutôt des légumes pour un complément alimentaire. Et que font les hommes là-dedans? Ben, les hommes, ils font les travaux les plus durs, la plupart du temps. Donc, on va parler, par exemple, c'est une zone agricole, et donc, où cultiver le riz, ben, c'est une tâche assez difficile, et c'est les hommes qui vont cultiver la terre, et après, les femmes vont faire les tâches les moins dures, ou les moins difficiles, pénibles physiquement. Donc, alors, l'une des principales actions, c'est la mise en place des pompes hydrauliques. Tout à fait. Vous nous en parlez? José, tu peux nous en parler? Ouais, moi, je parlais de ma première mission, justement, quand je suis arrivé au Sénégal. Dans un premier temps, déjà, on a pris contact avec tous les responsables locaux. Ça, c'était la première année où on est intervenu. Pardonne-moi, comment ça se passe dans un village? Il y a un maire, un chef. Justement, j'allais revenir. Du coup, on a fait des réunions avec les chefs de village. On a fait des réunions avec la municipalité, puisqu'on travaille en partenariat avec la municipalité de Mlomp, avec les femmes qui étaient responsables des jardins communautaires, et même avec le roi, puisqu'à Mlomp, il y a un roi, il faut le savoir. On a été reçus de façon protocolaire, c'était quand même assez extraordinaire. Donc, on a pris contact avec ces gens-là déjà pour définir pour connaître leurs besoins, et surtout pour nous définir des priorités d'intervention. Et c'est avéré que les jardins communautaires étaient vraiment une priorité. Donc il fallait de l'eau. Il fallait de l'eau. On est arrivé dans un jardin où il y avait déjà une installation qui avait été mise en place par une ONG il y a quelques années en arrière. Et puis il y avait eu une tempête, les panneaux photovoltaïques s'étaient envolés, la pompe du coup ne marchait plus, c'était ensablé. En fait, le jardin était en jachère depuis 2 ou 3 ans. Il n'y avait plus de vie dans ce jardin. Donc elles nous ont dit on a besoin d'eau, puisque pour elles le jardin c'est très important. Et c'est ce qu'on a fait. On a acheté une pompe, un panneau photovoltaïque, on a mis en place. Et là, de voir jaillir l'eau, de voir ces femmes chanter, crier, de joie, hein, mais ça fait chaud au cœur. C'est là qu'on sent quand même qu'on fait quelque chose qui est important. C'est très, très valorisant. Est-ce que ces villages se meurent si vous n'apportiez pas quelque chose derrière? Comment ça se passe? Si vous n'étiez pas là pour apporter quelque chose, comment ça se passerait? Je ne pense pas que les villages en mourraient parce qu'il y a quand même il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide dans cette communauté-là. Par exemple, c'est une région rurale, ils font la culture du riz. Le riz, c'est pour la nourriture, pour toute l'année. Et puis il en reste toujours un petit peu. Mais ce riz-là, il va servir à des gens qui, eux, sont plus âgés, qui n'ont pas pu cultiver ou qui sont malades. Il y a énormément d'entraide, beaucoup de partage. Je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de leçons à recevoir. Ah, je n'en doute pas un seul instant. Justement. Alors, comment se passe une journée pour les enfants? J'en reviens aux enfants parce que c'est l'avenir quand même. Hein.
Les classes sont-elles ouvertes? Comment elles se font? Est-ce qu'elles sont protégées? Comment ça se passe? Les instituteurs sont-ils formés à l'éducation européenne? Comment ça se passe? Alors, moi je vais prendre la case des tout-petits. Vas-y. Allez, vas-y. La case des tout-petits, en fait, pour comprendre, c'est un concept qui a été initié en 2002 par le président de l'époque du Sénégal, Abdoulaye Wade. En fait, c'était un système de garderie pour les tout-petits. Et donc, comme on est dans une zone rurale, vous pouvez imaginer que les mamans vont au champ. Et donc, ils ne vont pas pouvoir amener les tout-petits au champ. Et donc, en fait, ils avaient la possibilité de les amener dans ces cases des tout-petits. Et l'idée, c'est de les regrouper, de les mettre dans un espace sécurisé. Ils peuvent avoir une cantine, avoir des jeux, avoir aussi accès à beaucoup de facilités, on va dire, pour apprendre un peu le français, parce que ce n'est pas la première langue sur place. Et donc voilà, et donc du coup, il y a des enseignantes qui sont formées et des instituteurs pour garder ces enfants-là. Et en fait, nous, ce qu'on fait, ils sont déposés le matin, on va dire, de 8h à midi, ils vont avoir la pause déjeuner et puis ils reprennent jusqu'à 16-17h. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'est d'amener des supports pédagogiques et aussi, on a des livres, par exemple. Des livres, par exemple. Et aussi, on a même sécurisé le toit d'un des bâtiments. Il me semble que... Voilà, exact. Et aujourd'hui, en fait, on a, grâce à un don qu'on a eu du Secours populaire de la section du Gard, on a pu installer des jeux pour enfants. Donc un toboggan et puis d'autres types de jeux. Et aujourd'hui, les tout-petits ont un air de jeu, ils sont tout contents d'aller à l'école. Et c'est vrai que c'est que du bonheur pour nous. Ah oui, oui, oui. Et José, tu l'as ressenti, toi, le bonheur de ces enfants, de ces adultes aussi? Oui, mais totalement. Alors cette année, votre association a également pris part à une initiative locale de reboisement intitulée « Un foyer, 2 arbres ». Allez, on va clôturer avec ça, tu nous en parles, parce que c'est la vie, les arbres. Mais sans eau, on n'a pas de vie. On est d'accord. On est d'accord. Et puis là, en fait, aussi, on est parti du principe de base, on va dire, de la philosophie de l'association, que les projets viennent de là-bas vers nous. Et donc, en consultation avec la mairie et la commission chargée de l'environnement, ils nous ont dit, nous, on veut reboiser, mais de façon utile. Donc, quelque part, il faut que ce soit des arbres qui servent à la population. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque maison, on a acheté 2 arbres, mais c'est plutôt des arbres fruitiers. Et ça permet en fait de se dire, voilà, on crée une dynamique économique et aussi on vient compléter les besoins en alimentation des habitants. En fait. Et donc aujourd'hui, on a planté 2000 arbres qui sont entièrement financés par l'association. Et la clôture, on va dire, de cette campagne va se faire aussi lors de la mission de novembre, c'est-à-dire que les membres de l'association iront aussi planter des arbres dans le cadre de cette campagne. Parce qu'ils partent le 11 novembre, je crois. C'est ça, 11 novembre. Là aussi, José, tu pars avec eux. Oui. En fait, on va y aller en voiture. Oui. On va traverser donc l'Espagne, le Maroc, Mauritanie, et puis la Gambie pour se rendre au sud du Sénégal. Donc c'est un périple d'une dizaine de jours. Ah oui. Et on va traverser le Sahara. J'ai déjà fait une fois, pour l'avoir fait une fois. Voilà. Quelle expérience, évidemment, vous allez vivre. C'est génial, c'est tout simplement génial. Et je suis sûr que lorsque vous êtes accueillis dans ce village, vous devez l'être vraiment de façon tout à fait généreuse. Non, en fait, étant donné que nous on est installés de façon pérenne dans ce village, donc les gens nous connaissent maintenant. Ah, oui, d'accord. Et on se promène dans les rues, les gens nous disent bonjour parce qu'ils nous reconnaissent, ils viennent nous parler, mais il n'y a pas de... Et comment font les autres villages, on va conclure avec ça, comment font les autres villages qui se situent à 150 ou 200 km? Ils vivent comment alors, ces gens-là? Est-ce qu'il y a une entraide? Il y a toujours l'entraide. Après, on va dire que les moyens vont manquer et puis aussi les supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur place, on est actifs et on est un peu désolé de le dire, mais on va créer des jalousies quelque part. Et le but du jeu, voilà, c'est d'intensifier notre activité. Et comment réagit le gouvernement sénégalais? Comment il réagit avec tout ce que vous apportez? Aujourd'hui, on est plus en accord avec la mairie locale, donc qui est le représentant de l'autorité, et on est connu aussi par le préfet, le sous-préfet de la zone, donc il nous accueille aussi très bien, parce que, en fait, tenez-vous bien, la campagne de reboisement, elle est appuyée par les services des eaux et forêts du Sénégal,
Et donc c'est eux qui prennent les devants, qui vont coacher les populations dans la plantation des arbres. Et là, il va falloir s'arrêter, mais quelle est la religion dominante au Sénégal? Musulmane. D'accord. Mais voilà, on est dans une zone où en fait parler de religion, je dirais que c'est une aberration, parce qu'en fait on a toutes les religions du Sénégal dans cette région de Casamance. Alors c'est marrant, moi je pense, vu de l'extérieur comme ça, la dominance, c'est quand même une dominance catholique, mais teintée d'animisme. Donc il y a un mélange des deux, donc c'est assez particulier. Bien, eh bien, écoute, José Alvarez, vice-président de l'association SOCOP. SOCOP, oui. Merci beaucoup d'être venu ici, dans ce lieu important pour les Nîmois, le Prolet. Toi aussi, Dimitri, donc toi tu arrives de Montpellier, mais l'association est gardoise. Exact, l'association est nîmoise. Merci à toutes, merci à tous, merci à tous les deux. À très bientôt, bye bye, et restez-nous fidèles. Au revoir. Merci, au revoir.